Bonjour à tous, vous regardez Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH et management sur Be Smart for Change. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on s'intéresse aux jeunes aidants grâce à une étude commune de la Massif et du Crédoc. Une étude qui va être commentée en plateau par Sabrina Gervais. Elle est administratrice chez Apivia Massif Mutuelle. Elle va nous expliquer aussi les bonnes pratiques pour répondre aux besoins de ces populations quand elles sont nouvellement arrivées dans l'entreprise. Et vous le verrez, c'est important aussi avant même leur entrée sur le marché du travail. Dans le cercle RH, un débat sur un sujet de société, l'employabilité des femmes de plus de 45 ans. On va en parler avec Sophie Fenot, déléguée générale de l'association Force Femmes, et avec Jean-Baptiste Adamo, cofondateur du cabinet de recrutement TaylorMade, qui rétrocède 20% de ses bénéfices à Force Femmes pour l'accompagner dans ses actions. Et en fin d'émission, dans Fenêtre sur l'emploi, on va s'intéresser à la campagne de recrutement hiver 2024-2025 du Club Med avec Nadia Vedrune, qui est la responsable recrutement marque employeur Europe-Afrique du Club Med. Smart Job, ça commence tout de suite. On se met bien dans son job. Bien dans son job, on s'intéresse aux aidants, plus particulièrement aux jeunes aidants, les 16-25 ans en situation d'aidance qu'on a tendance souvent à oublier, il faut le dire, notamment ceux qui ne sont pas encore dans l'entreprise. On va en parler aujourd'hui avec Sabrina Gervais. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes administratrice chez Apivia Massif Mutuelle, pas d'erreur dessus. Voilà, parfait. C'est donc une branche du groupe La Massif. C'est la partie santé-prévoyance de la Massif, effectivement. Et donc, vous venez avec sous le bras une étude qui a été réalisée, vous me corrigez si je dis des erreurs, en juin 2023, sur 3000 jeunes qui ont donc été interrogés dans cette tranche d'âge 16-25 ans. Et les résultats sont assez forts. D'ailleurs, on va voir un premier chiffre, c'est que 13% des personnes sondées sont concernées. On voit le chiffre qui s'affiche. Donc 13%, c'est la proportion de jeunes de 16 à 25 ans qui s'identifient comme en situation d'aidant. 19% disent l'avoir été au moins dans le passé. Au moins déjà une fois dans leur passé. Donc on va rappeler peut-être la définition d'aidant déjà pour resituer le problème pour ces jeunes. Un aidant, dans notre vocable, on le différencie d'un aidant professionnel. C'est quelqu'un qui va être amené à apporter une aide, quelle qu'elle soit. Ça peut être financière, physique, quotidienne, matérielle, à un proche, souvent un parent, un grand-parent, un conjoint ou un enfant, voire un frère ou une sœur. Et sur la population sur laquelle on s'intéresse, effectivement, ces chiffres, on s'en doutait, on travaille beaucoup depuis plus de 20 ans sur la question des aidants, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on oubliait toute une catégorie de la population. On a fait notre choix de travailler sur les 16-25, mais on pourrait remonter beaucoup plus tôt et le chiffre serait encore plus impressionnant. On est entre, comme on le disait, 700 000 à 1 million de jeunes aidants. Sur 9 millions, un peu plus de 9 millions d'aidants à l'échelle de toute la population. Presque 11 aujourd'hui. Et vous avez raison d'insister sur cette définition parce que souvent, un des principaux problèmes qu'on rencontre, c'est que les aidants ne s'identifient pas comme aidants. On dit simplement « je suis l'enfant d'eux », c'est normal. Et du coup, on s'est rendu compte que tous ces jeunes, donc 13%, vous l'avez dit, c'est énorme. Ça veut dire que sur un amphi de 100, il y a 13 élèves concernés. Sur une classe, c'est 3 ou 4 élèves. Et la plupart du temps, ils sont totalement invisibles. Donc notre volonté était de les rendre visibles avec cette étude pour donner une légitimité. Et c'était plutôt d'attirer l'attention de tous sur ces situations qui sont... qui brisent l'égalité des chances, on peut le dire. Alors, qui brisent l'égalité des chances, parce que vous vouliez des chiffres. 24% des jeunes qu'on a interrogés ont décroché. D'ailleurs, on peut jouer des chiffres qui nous disent justement que certains décrochent. 24% ont décroché, 38% sont obligés de trouver un petit job à côté. On en a qui ont vécu des situations complexes qui font qu'ils ont écourté leurs études. 30%. Prennent finalement des voies plus courtes, voire s'engagent parfois dans des métiers d'aide à la personne alors que leur vocation n'était peut-être pas là. Donc on est vraiment sur des jeunes qui vont être très impactés avec des choses complètement anodines. Un jeune en retard. Bon, il peut être en retard parce qu'il a eu une panne de réveil. Un jeune peut être aussi en retard parce qu'avant, il a amené son frère, sa sœur, son parent à un rendez-vous médical qui a rendu le temps après disponible beaucoup trop court. Dans les entreprises aujourd'hui, le sujet il est adressé. Il y a des solutions, notamment dans certaines entreprises plus en avance. Mais ces jeunes qui ne sont pas encore dans l'emploi, c'est le rôle de qui, de quoi, de les aider ? Vous avez raison, et c'est un peu l'ironie du système. De plus en plus d'entreprises, dont la nôtre, on en parlera tout à l'heure, a travaillé beaucoup sur les aidants et propose des choses pour ses propres salariés. Pour autant, avant tout, les entreprises, j'ai envie de dire, c'est difficile en amont d'une intégration. D'anticiper. En revanche, on a
Le personnel de l'éducation nationale est à interpeller fortement. Les professions médicales, parce que souvent, on s'intéresse à la personne qui est aidée, on s'intéresse aux malades, à la personne porteuse de handicap, et on ne s'intéresse pas forcément, les professionnels ne s'intéressent pas forcément à l'entourage. Et d'ailleurs, l'étude montre que la santé mentale, la santé physique de ces aidants peut être impactée. Elle est très impactée. La plupart des jeunes se reconnaissent une grande souffrance psychique ou une surcharge mentale, de parfois plus de 60%. Et on est aussi dans des catégories différentes, parce que selon que le handicap ou la pathologie va être reconnu ou visible, vous pouvez être aidé, mais le jeune qui est par exemple accompagnant d'un parent souffrant d'un handicap psychique non identifié, il a du mal, et puis il ne va pas aller raconter que son parent est éventuellement schizophrène et que ce n'est pas encore diagnostiqué. Et dans les études sur le monde du travail, ça peut ressembler à un manque d'engagement, j'imagine ? Alors, si ce n'est pas identifié, bien sûr. Si ce n'est pas identifié, oui, mais il y a de plus en plus dans l'entreprise de travaux qui sont faits, parce qu'on est déjà dans un contexte parfois de rareté de la ressource humaine. On sait, les chiffres le montrent statistiquement, il y aura de plus en plus d'aidants. La population vieillit. La population vieillit. Une majorité des personnes, la moyenne d'âge d'un aidant et le pourcentage le plus fort se trouve dans les salariés autour de 50 ans. Donc on est vraiment sur une grosse population qu'il convient d'aider de différentes manières. Alors vous le citiez, la Massif l'a fait. On avait déjà un accord d'entreprise sur l'aidance. On l'a renforcé en juin et il est applicable depuis octobre, où on focalise notre attention sur effectivement la difficulté de coordonner une journée de travail et d'aidant. Donc comment on va pouvoir bénéficier de dons de jour, comment on va pouvoir aménager son planning hebdomadaire ou quotidien. Certaines libertés dans l'organisation du travail. Certaines libertés dans l'organisation qui n'empêchent absolument pas la production d'un beau travail, parce qu'il faut souvent se dire qu'un aidant, son sas, son aération, et ce qui lui donne encore un peu d'envie parfois, c'est d'aller au travail. De la même manière pour les jeunes, ils veulent continuer à faire leurs études, ils veulent continuer à rencontrer des gens, vivre leur vie de jeunes. Pour autant, ils sont très fortement impactés. J'ai envie de finir sur une note positive, parce qu'il faut trouver du positif. Ces aidants développent des choses, des compétences, des soft skills comme on dirait. Quand on est aidant, qu'on arrive à surmonter ça, j'imagine que quand on arrive dans l'entreprise, il y a des choses qu'on va pouvoir apporter. Alors c'est vraiment le plus grand message que je souhaiterais porter aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le fait d'être aidant est lourd. On ne va pas se leurrer, c'est lourd, c'est difficile, même si c'est accepté, même si on fait ça parce qu'on aime la personne. Pour autant, on apprend à aller 4 fois plus vite que les autres. On apprend à ne pas se décourager devant une porte qui est fermée. On apprend à faire des papiers administratifs beaucoup plus tôt. Pour ces jeunes et pour ceux qui sont accompagnés, et je rencontrais hier une association, un coaching international, qui aide des jeunes qui sont déjà en situation de difficulté et qui en plus, ont une situation d'aidance. Il faut leur montrer comment valoriser ce qu'ils ont acquis, ce qui pour eux leur paraît normal et qui est une compétence folle en termes d'engagement, en termes de résilience et en termes de combativité. Donc c'est vraiment un message d'espoir que je veux porter malgré les situations qui sont excessivement difficiles. Sabrina, merci beaucoup. Je pense qu'on reparlera de ce sujet-là peut-être sous d'autres formes dans Smart Job. Et bonne continuation pour ces actions pour aider les jeunes aidants qui développent aussi, j'imagine, beaucoup d'empathie. Donc on en reparlera. Smart Job, ça continue tout de suite avec le débat. Autre sujet de société, l'employabilité des femmes de plus de 45 ans. J'accueille mes 2 invités après un petit jingle. Le cercle RH dans Smart Job, on va parler de l'emploi des seniors. On sait qu'en France, on a un problème sur le taux d'emploi des seniors. Quand on parle du taux d'emploi des femmes seniors, là, c'est double problème. Pour parler du sujet, on invite Sophie Fesneau, bonjour. Bonjour. Déléguée générale, on pourrait dire directrice générale par erreur, mais c'est bien déléguée générale de Force Femmes. C'est bien cela. Et à côté de vous, je vais dire un partenaire, presque un ami, si j'exagère un tout petit peu, Jean-Baptiste Adamo, donc cabinet de recrutement tailor-made. La particularité, on y reviendra après, c'est que vous êtes là parce que vous soutenez concrètement les actions de Force Femmes. Alors déjà, peut-être commencer par le début, nous rappeler Force Femmes, son histoire, son action dans les grandes lignes. Alors Force Femmes est une association d'intérêt général qui a été créée il y a presque 20 ans. 19, on fête nos 20 ans l'année prochaine, et qui accompagne les femmes de plus de 45 ans sans emploi vers le retour à l'emploi salarié ou la création de leur propre activité.
pour ne pas dire entreprises, parce que ça peut être aussi des entreprises plus petites. Et on travaille avec 750 bénévoles sur l'ensemble du territoire, sur 6 antennes qui sont prioritairement des bassins d'emploi, pour les accompagner dans des programmes de retour à l'emploi ou de création de leur entreprise. C'est un peu comme ce que peut faire France Travail avec ses conseillers, mais de manière beaucoup plus ciblée. De manière beaucoup plus ciblée, et nos bénévoles sont des professionnels, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir... Des gens en activité. Voilà, des gens en activité, et il ne suffit pas d'avoir du temps, il faut aussi être soit RH, soit chef d'entreprise, soit avoir une véritable compétence. En fait, on les recrute réellement. On fait des entretiens de recrutement et ils accompagnent 2 ou 3 femmes dans ce parcours, là où Pôle emploi, effectivement, chaque conseiller va accompagner plus d'une centaine de personnes. Donc le temps et l'énergie et l'expertise font qu'on a un taux de retour à l'emploi et de création d'entreprise qui est autour de 40%. 40%, ça fait quand même 60%, on y reviendra, 60% de personnes de femmes qui sont en difficulté pour revenir sur l'emploi. On y reviendra tout à l'heure plus en détail. Je voulais vous demander, à vous Jean-Baptiste, les 20% de part de bénéfices que vous reversez pour aider les actions de Force Femmes. C'est venu comment cette idée, et avec votre cofondateur, vous vous êtes mis d'accord facilement ou pas? Oui, alors peut-être en préambule, Tailor-Made Recrutement, c'est un cabinet qui a 15 ans d'existence et qui est spécialisé dans 2 grands secteurs qui sont les fonctions support et la division assurance. Et très tôt, en fait, on s'est rendu compte avec mon associé, donc conjointement, puisqu'on est tous les 2 fondateurs, que les femmes étaient une vraie préoccupation sur le marché de l'emploi. Cette prise de conscience, elle est aussi la genèse de notre vie personnelle, avec chacun des épouses qui sont dans des comités de direction, dans des COMEX. Et on s'est rendu compte de la fragilité, en fait, pour nos conjointes, de pouvoir évoluer professionnellement, avoir leur assise dans leurs fonctions, tout en menant aussi une vie familiale en parallèle. Et tout au long de notre vie professionnelle et avec nos équipes, on a eu besoin d'aller au-delà de notre vision de notre métier de chasseur, de recruteur, mais de donner aussi un sens à notre engagement. Et on a, avec les équipes, communément décidé effectivement de s'engager dans cette cause ou cette action qui est d'aider les femmes de plus de 45 ans sur le retour à l'emploi. Il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, on accueillait Elisabeth Moreno, l'ancienne ministre, sur ce plateau. Je vous propose d'écouter ce qu'elle disait sur ce sujet précis à l'époque. Les femmes sont seniors à partir de 45 ans. C'est incroyable. On a un véritable sujet sur l'agisme dans notre pays. Un véritable sujet. Si vous considérez qu'une personne qui a 45 ans, qui a de l'expérience, qui a, pour ceux qui en ont, élevé ses enfants, qui sait ce qu'elle veut, la manière dont elle veut le faire, qui sait comment contribuer, comment apporter le meilleur, qui est totalement épanouie dans sa vie, au moment où elle est prête à donner le plus de ce qu'elle a, on lui dit non. Non, laisse la place aux jeunes. Mais dans tous les pays du monde, vous avez besoin de l'expérience des aînés et de la force vive et de la dynamique des jeunes pour y arriver. Sophie Fesneau, j'ai envie de vous demander, depuis 2 ans, qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qu'elle disait à l'époque ? Pas grand-chose, on peut dire. Malheureusement. Malheureusement. Non, le constat reste le même. Et je dis souvent que les entreprises sont en miroir de la société. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la société, les femmes de plus de 45 ans sont, on le sait, toujours invisibilisées, que ce soit dans les médias, que ce soit... Et donc, forcément, dans les entreprises, ça reste le même constat. Et le plus gros problème, c'est que les femmes intériorisent cette vision qu'on peut avoir d'elles-mêmes, et elles intériorisent ces freins et elles perdent confiance en elles. Et c'est pour ça, effectivement, qu'elles ont besoin d'associations comme Force Femmes pour être outillées, mais pour aussi retrouver l'estime de soi et la confiance pour aller au bout des entretiens et pouvoir réintégrer le marché de l'emploi. Jean-Baptiste, quand on écoute Elisabeth Moreno, il y a aussi un message sous-jacent. C'est que ce n'est pas seulement injuste, c'est que c'est aussi un gros gâchis. Elle nous dit, c'est le moment où elles ont le meilleur à donner, qu'on leur dit non. Vous, quand vous avez des profils de femmes dans les potentiels recrues que vous proposez à des clients, comment vous allez valoriser ou comment vous essayez de valoriser ces femmes de plus de 45 ans ? C'est tout le sujet. Je crois que pour permettre à une entreprise d'intégrer effectivement ces profils, on a aussi un travail d'éducation auprès des entreprises, qui n'est pas tant auprès des RH. Les RH sont aujourd'hui dans les entreprises vraiment concernées et assez mobilisateurs pour faire évoluer cette culture-là, mais plus vis-à-vis des managers qui
peut-être eux-mêmes n'ont pas toujours eu l'accompagnement nécessaire pour pouvoir demain se projeter dans l'intégration d'une collaboratrice de plus de 45 ans. Aujourd'hui, on a des managers qui peuvent avoir 30 ans, 35 ans, et se projeter avec une collaboratrice qui a 50 ans, ça peut être un vrai sujet d'inquiétude aussi pour eux, qui fait que du coup, ils appréhendent et vont déjà rejeter ce profil dès le départ. Donc notre travail, en fait, il est principalement aujourd'hui dans, j'utilisais le mot coaching, c'est un peu vulgariser le terme, mais accompagner nos candidates, bien sûr, dans leur discours, dans leur positionnement, leur permettre aussi d'acquérir de la confiance en elles, se désengager de souvent un symptôme qui est celui de l'imposteur, qui est très présent. Donc recréer une sorte de storytelling personnel oui, plus exactement, plus assumé. Et en même temps, de rassurer aussi les managers avec qui on échange sur la richesse que va apporter cette personne au sein d'une équipe qui souvent peut être jeune, voire hétérogène en termes de profil, mais contribuer aussi à assurer une nouvelle dynamique pour le manager. Donc c'est cette double étiquette qui est en fait aujourd'hui important. Parce que souvent, Sophie, ce qu'on imagine, c'est surtout les problèmes éventuels que va apporter cette femme parce qu'elle aurait des enfants qui tombent malades, parce qu'elle aurait des problèmes de santé, comme si les hommes n'avaient pas d'enfants, quoi. Comme si les hommes n'avaient pas d'enfants et comme si spécifiquement les femmes seniors auraient plus de mal à s'intégrer avec des jeunes, seraient moins agiles, seraient moins digital friendly. Toutes ces questions-là se posent. Et nous, ce qu'on fait à notre niveau chez Force Femmes, c'est que les entreprises avec lesquelles on travaille et qui sont nos partenaires accueillent des activations, c'est-à-dire que nos femmes, une sélection de femmes accompagnées, vont dans ces entreprises et font par exemple des entretiens RH, des études de CV, et ce qui permet à ces managers et aux collaborateurs de ces entreprises et à ces femmes de cesser de se regarder en chien de faïence, je dirais, et de mieux se toucher les antennes et comprendre qu'effectivement, l'intergénérationnel, aucune entreprise ne pourra y arriver aujourd'hui sans les femmes. Je vous propose de regarder une infographie, c'est des chiffres d'Eurostat, mais recalculés par la DARES. Ça nous montre qu'on est un peu en retard en France, notamment par rapport à un pays comme la Suède, qui arrive à un taux de quasiment 75% de femmes seniors en emploi. Donc là, on parle des 55-65 ans, hein. On n'est pas dans la catégorie 45-65. L'Allemagne est également largement au-dessus de nous, quasiment 70%. La France, en dessous de la moyenne de l'Union européenne. J'ai envie de vous demander, Jean-Baptiste, comment on explique que nous, on soit à la traîne ? Alors, je pense qu'il y a des prises de conscience déjà qui sont malgré tout en train de s'opérer. Oui, parce qu'on progresse, les chiffres montrent qu'il y a une petite progression chaque année pour les femmes comme pour les hommes chez les seniors. Je pense que depuis 2-3 ans, on a quand même malgré tout une petite évolution, une vraie sensibilité qui est en train d'opérer. Alors oui, j'entendais tout à l'heure, à 45 ans, on est considéré comme senior. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises considèrent la seniorité, l'ont décalé un tout petit peu plus loin. On commence à être plutôt vers les 50 ans. Donc j'ai envie de dire, voilà, 45-50 ans, les femmes aujourd'hui ont encore une place et arrivent encore à trouver une position. En tout cas, ça s'est amélioré par rapport à avant. Donc je pense que c'est tout simplement des prises de conscience. Et ce qui est assez impressionnant d'ailleurs, hein, c'est que, en l'occurrence en France, on a dû mettre des lois, une législation, pour permettre aux femmes d'accéder à des fonctions de management, que ce soit dans les comités de direction, que ce soit dans des fonctions managériales de CODIR et bientôt... Et des égalités de salaire aussi, on parle de la... Égalité des salaires également, exactement. Donc bon, on peut regretter le fait qu'on soit obligé d'avoir une législation qui impose aujourd'hui cette forme d'égalité. Au demeurant, les mentalités changent et je reste quand même quelqu'un de très positif. Et pour preuve, hein, on a pu accompagner des femmes de 60 ans qui ont retrouvé un emploi et avec un retour d'expérience de la part de l'employeur extraordinaire, je parle de grands groupes, en nous disant mais c'est quelqu'un qui n'a pas des velléités sur des fonctions stratégiques, managériales et qui a aussi un vrai plaisir à transmettre son expérience de vie ainsi que son expérience professionnelle. Et je pense que pour des générations, et ça peut être un autre débat, mais les générations Z, c'est aussi intéressant d'avoir ce partage d'expérience avec des... D'ailleurs, les dernières études nous disent que les générations Z, même la génération d'après, sont favorables en fait au fait de travailler avec des gens plus âgés. J'aimerais revenir avec vous, Sophie Fesneau, sur le fonctionnement au sein de Force Femmes, qu'on rentre un petit peu plus dans le retour d'expérience pur et dur. Quand une femme arrive chez vous, donc sans emploi, donc suite à un licenciement peut-être économique ou autre, c'est ça. C'est des gens assez abîmés que vous recevez. Ça commence par quoi le coaching ? Alors déjà, effectivement, on voit aussi une frontière qui a bougé. La moyenne d'âge des femmes qu'on accompagne chez Force Femmes, c'est plutôt autour de 52-53 ans.
Et c'est plutôt des femmes qui ont eu une carrière sans accroc, on peut dire, et qui, du coup, suite à un licenciement vers 52-53 ans, se retrouvent sur le marché de l'emploi et se disent que ça va bien se passer, en fait, puisqu'en effet... Ah oui, donc c'est plutôt, ils y arrivent plutôt avec la fleur au fusil presque. À la base, mais quand elles arrivent chez nous, elles ont cherché pendant 6 mois, voire 1 an, et donc le message qu'on passe, c'est... Faites-vous accompagner, que ce soit par Force Femmes ou par une autre association sur le territoire, parce qu'effectivement, c'est ce temps long qui fait qu'on a des entretiens et qu'on est toujours dans la shortlist, mais qu'on n'est jamais, effectivement, celle qui est choisie. Parce que, comme disait Jean-Baptiste, les RH sont plutôt sensibilisés, mais il y a ensuite des freins, effectivement, managériaux, qui font qu'on n'est jamais la personne qui est définitivement retenue. Et au bout de 6 mois à 1 an, ça abîme, effectivement, l'estime de soi. Donc, nous, on travaille à la fois sur la confiance en soi et sur outiller les femmes pour rechercher à l'heure actuelle du digital quand parfois elles n'ont pas eu à être confrontées au marché de l'emploi depuis peut-être 20 ans et où les choses ont beaucoup changé, que ce soit avec LinkedIn, les algorithmes, les CV, l'IA, et aussi les acculturer et leur apprendre à ne plus avoir peur du digital et des outils pour que ce ne soit pas un frein à leur intégration, notamment pendant la période d'essai dans les entreprises, parce qu'elles en sont tout à fait capables. Parce que c'est des femmes, j'imagine, qui en entretien peuvent se retrouver face à des recruteurs qui sont beaucoup plus jeunes. Tout à fait. Et ça, j'imagine, c'est double peine. Tout à fait. Et donc, mais pour les deux, en fait, je dirais. Et c'est en ça qu'on essaye vraiment de mettre en lien ces deux publics, parce que pour les deux, c'est une vraie question. Le manager se dit, mais vais-je arriver effectivement à intégrer une femme de plus de 50 ans dans une équipe hétérogène, mais où la moyenne d'âge ne dépasse pas 40 ? Et la femme de plus de 50 ans va se dire, mais effectivement... il pourrait être mon fils et je ne sais pas comment réagir dans cette situation pour le coup. Et c'est pas du tout la question de je ne veux pas prendre d'ordre de quelqu'un qui est plus jeune. C'est comment va-t-on fonctionner ensemble dans la pyramide des âges. Et comment je vais m'intégrer dans l'entreprise. Exactement. Et avec vraiment une peur sur le digital que nous, on essaye de lever parce qu'on sait qu'elles peuvent, mais que c'est plus vraiment des freins internes qu'elles ont intégrés aussi. Le temps commence à nous manquer. Jean-Baptiste, vous, est-ce que ça vous arrive des fois d'être en mode coaching avec ces femmes ou pas du tout ? J'ai presque envie de vous dire perpétuellement. Et donc les principaux conseils que vous leur donnez en général ? Alors c'est d'abord effectivement venir un peu en relais de ce que peut faire Force Femmes, mais aussi sur nos réseaux de candidates qui ne sont pas issues de Force Femmes, mais travailler la confiance en soi, travailler aussi la valorisation de l'expérience et des compétences. Et d'être rassurante aussi par rapport aux attentes, aux postures, c'est-à-dire d'arriver à finalement trouver un lien qui leur permette de se démarquer. Je ne vais pas dire par rapport aux hommes, ce serait très mettre en opposition. On va pas et faire surtout la pas. guerre des Non, et puis ça n'aurait pas de sens. Mais d'arriver à vraiment se démarquer sur une vraie valeur ajoutée. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ces accompagnements, c'est qu'en réalité, on fait la même chose que j'évoquais tout à l'heure avec nos clients. Donc, on a aujourd'hui, en tout cas dans notre regard, nous, chez TaylorMade Recrutement, cette vraie perception que l'accompagnement de la candidate ou du candidat, mais du client et du manager, est une nécessité pour pouvoir permettre effectivement à ce rapprochement. Je vous laisse le mot de la fin, Sophie. Si vous devez vous adresser à des chefs d'entreprise, là, par rapport aux femmes de plus de 45 ans, en 2 phrases, qu'est-ce que vous leur dites ? Et que c'est une richesse extraordinaire, qu'effectivement, elles sont complètement disponibles et qu'elles ont envie, en fait. Et elles ont beaucoup à donner. Elles ont envie, beaucoup à donner, toutes les compétences, envie de transmettre. Et en effet, comme vous le disiez, la génération Z est plutôt demandeuse. On le voit dans des secteurs comme les médias ou le digital. Sophie, Jean-Baptiste, je vous remercie. C'était un débat passionnant pour moi. L'émission va continuer, je vous invite à la regarder en régie. L'émission continue, Fenêtre sur l'emploi, on s'intéresse à la campagne de recrutement du Club Med, 1300 postes à pourvoir. On fait le point avec Nadia Védrunès, qui est la responsable recrutement et marque employeur du Club Med, après une petite virgule. Fenêtre sur l'emploi, pour terminer Smart Job, on parle de la campagne de recrutement hiver 2024-2025 d'une marque emblématique, le Club Med. 1300 postes
1350 postes à pourvoir. On va en parler avec Nadia Vedrunès. Bonjour. Bonjour, enchantée. Donc vous êtes directrice du recrutement et de la marque employeur Europe-Afrique. Exactement. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, sur ces 1350 postes, combien aujourd'hui sont déjà pourvus? On en est, avec un petit peu de chance aujourd'hui, à 75% à peu près. 75%. Oui, tout à fait, de nos besoins qui ont été couverts. Mais le Club Med recrute en permanence. Donc aujourd'hui, on a quand même de gros besoins sur tous les métiers qui sont surtout restauration, hôtellerie, la petite enfance, les spas notamment. Pour la partie luxe plus? Et pour la partie luxe aussi, on a sur les 1350, on a à peu près 85 postes sur la partie Exclusive Collection, qui est vraiment les resorts et les espaces très très premium luxe. J'ai envie de vous dire, les 25% qu'il reste, Ouais. c'est peut-être les plus durs à aller chercher. Non, parce que franchement, ils sont un peu sur tous les métiers. C'est juste qu'une campagne, ça commence très tôt. Et donc, parfois, on a aussi des désistements en cours de... Voilà, entre à partir du moment où les resorts ouvrent, et ils ouvrent en général à partir de la semaine prochaine, d'ailleurs, pour certains. Donc, voilà, il y a un petit moment de latence pour certains et on peut peut-être trouver une autre opportunité entre-temps. En général, d'année en année, Oui. le taux de réussite de vos recrutements, il tourne autour de combien? C'est-à-dire... Là, vous me dites que vous êtes à Oui. 75% de postes pourvus. 98-97%. Et vous arrivez à absorber les 2-3% manquants Toujours. en donnant plus de travail à ceux qui sont là? Non, pas forcément. Non. Mais on a toujours des gens qui sont sur liste d'attente parce que D'accord. on a aussi beaucoup de candidatures à l'année, à peu près 50 000. On a toujours des gens qui sont présents en waiting list, on va dire, et qui attendent le bon moment pour repostuler chez nous. Donc on a toujours du vivier qui est prêt. Là, dans vos process de recrutement, ce que vous attendez des candidats, en fait, parce que j'imagine qu'il y a des recrutements classiques, envoi de CV, lettre de motivation. Exactement. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des recrutements sans CV. J'imagine que vous, peut-être, On vous l'a pas tentez. encore, on l'a pas encore testé. En revanche, sur 2025, ça va être une volonté de se rapprocher des candidats. Je pense que le Covid nous a un petit peu déconnectés en termes d'approche. On est passé sur du digital. Et aujourd'hui, on a besoin, notamment au Club Med, où il y a quand même une grosse valeur de proximité, de transmission, déjà de notre part, de savoir transmettre ce que c'est que le Club Med à des candidats, et aussi pouvoir évoluer leur savoir-être. Et rien ne remplace finalement la rencontre physique. Donc sur 2025, ça va plutôt être plus de rencontres en face-to-face qu'en juste CV. Et j'ai vu qu'il y avait une promesse d'intégration de personnes en situation de handicap. Exactement. C'est quelle proportion de recrues en situation de handicap? C'est entre 15 et 20%. Et comment vous les intégrez? Il y a des adaptations de postes? Il y a des adaptations de postes, que ce soit en resort ou en bureau, exactement, tout à fait. Quelles sont les attentes principales en termes de savoir-être, ce que vous mentionnez? Des gens qui parlent plusieurs langues, des gens qui sont empathiques, qui savent gérer à la fois les enfants et les parents? Bien sûr. Alors ça va dépendre du poste, mais en général, un gentil organisateur ou un gentil employé, on a des valeurs qui sont assez communes au Club Med, donc notamment la gentillesse, la multiculturalité, cet esprit de liberté et pionnier aussi, de responsabilité. Et donc je pense qu'on va chercher des gens qui sont souvent, quand ils sont jeunes, prêts à vivre une nouvelle expérience, parce que le Club Med vous permet vraiment de découvrir votre singularité et d'exprimer votre potentiel. Donc ça, c'est je pense un petit goût pour l'aventure aussi qui est assez présent. La campagne été 2025, elle commence à se préparer quand? Elle va commencer dès qu'on aura fini la campagne hiver, donc à partir demain, de janvier, février, c'est demain. Donc on recrute déjà. Et si on veut candidater, même si on pense qu'on n'a pas ses chances, on envoie le CV sur un malentendu, ça marche. Ça peut marcher. Mais toujours. Petite référence à Michel Blanc qui nous a quittés. Sûr. Merci beaucoup Nadia Vedrunès, Merci. donc responsable recrutement marque employeur Europe-Afrique pour le Club Med, donc 1300 postes, 70% déjà recrutés. On vous souhaite de combler tout ça, d'arriver à 100% cette année. Merci. Merci à vous. À bientôt. Smart Job, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie Angèle à la réalisation. Je remercie aussi Thibaut au son. Je remercie Lily à l'édition. Moi, je vous dis rendez-vous demain et je vous dis d'ici là de regarder beaucoup de programmes Bismart, que ce soit à l'antenne ou en replay ou sur les réseaux sociaux. Bye bye.